Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous exposer le chapitre 3 qui concerne la carte de contrôle. D'abord, je commencerai par vous expliquer l'utilité de la carte de contrôle dans le domaine de contrôle de qualité afin de maîtriser un processus. Elle permet aussi de déterminer le moment où apparaît une cause particulière de variation d'une caractéristique qui entraîne un changement de ce processus. Alors, je commence d'abord par la définition. Les cartes de contrôle, normalement, c'est une vérification rapide et visuelle pour accepter une mesure obtenue par une méthode valide et normalisée. Cette carte doit être établie au préalable avant de commencer les expériences, bien sûr en se basant sur un traitement statistique d'une série de mesures qui doit être normalement supérieure à 30 et qui doivent être effectuées sur un contrôle avec un calcul, par exemple, de la moyenne. C'est pas par exemple, mais c'est obligatoire, c'est la moyenne, ou bien, c'est-à-dire petit m, ou bien mu, ou bien x bar. Les cartes types qui mesurent la dispersion moyenne des résultats, soit dans le même laboratoire et pour le même dosage. Donc là, c'est les cartes types de répétabilité, soit pour des essais interlaboratoires, c'est-à-dire la reproductibilité. Donc là, c'est les cartes types de reproductibilité qu'on a fait le chapitre 2, dans le chapitre 2. Les types de cartes de contrôle, donc il existe deux cartes. Lorsqu'on veut suivre une caractéristique mesurable, telle que le volume, longueur, dureté, on doit dresser deux cartes de contrôle. Une carte pour suivre la tendance centrale, c'est-à-dire la moyenne, m ou bien petit mu ou bien x bar, et une carte pour suivre la dispersion, c'est-à-dire les cartes types ou bien l'étendue grand R. Lorsque les cartes de contrôle sont utilisées pour des études rétrospectives, c'est-à-dire l'analyse de données existantes, donc là, leur ligne centrale et leurs limites de contrôle sont calculées à partir d'estimations des paramètres suivis, c'est-à-dire mu ou bien m ou bien x bar et sigma à partir des données disponibles. Mais là, on va déterminer sigma estimé ou bien m estimé. D'accord? Alors, pour la construction d'une carte de contrôle d'étude initiale, donc la première étape consiste à rassembler les mesures qu'on cherche sur des échantillons. Et on adresse un tableau dont les colonnes sont les valeurs de mesure de chaque échantillon. Après, on calcule la moyenne et les cartes types. Alors, la construction d'une carte de contrôle moyenne étendue de Schwartz, donc c'est la carte qui est relative à la moyenne et les cartes types. Alors, comment procéder? D'abord, il faut rassembler les mesures dans un tableau, dans l'Excel par exemple, en reportant les différents échantillons sur la première colonne, donc les échantillons 1, 2 jusqu'à n', et les valeurs de chaque échantillon, les valeurs mesurées de chaque échantillon. Par exemple, la valeur d'échantillon 1, c'est-à-dire mesurer dans le jour, par exemple, 1. La deuxième, la même chose, etc. Alors, selon la ligne, donc, on va calculer la moyenne et l'étendue. D'accord? La même chose, donc la moyenne et l'étendue. Donc, la même chose pour l'échantillon 2, pour l'échantillon 3 et pour l'échantillon 4. Après, on calcule la moyenne selon la colonne, c'est-à-dire c'est la moyenne des moyennes.
mu bar est égal à x de bar. Et on calcule l'écart type des écarts types. D'accord? La moyenne des écarts types. Alors, la carte de contrôle. La carte de contrôle, on le dresse donc en reportant les valeurs de mesure pour chaque échantillon. Donc, la première des choses, sur la carte de contrôle, on reporte la moyenne. Donc, c'est la ligne centrale M. Et après, on donne des intervalles de confiance pour 95%. Donc, là, voilà. Donc, l'intervalle M moins 2 sigma, M plus 2 sigma. Et pour l'intervalle de confiance de 99%, soit l'intervalle de confiance M moins 3 sigma, M plus 3 sigma. Ensuite, le même contrôle est mesuré en aveugle périodiquement et les valeurs sont reportées sur la carte. Alors, il y a des règles qu'on applique, donc et les règles les plus souvent suivies pour le déclenchement des corrections. Donc, soit un point hors des limites d'alarme, donc par exemple ce point-là, ou bien 7 points successifs au-dessus ou au-dessous de la moyenne, ou bien quand on suspecte un comportement non aléatoire. Alors là, il y a par exemple, il y a les limites supérieures d'alarme, les limites supérieures de surveillance. Entre les limites supérieures d'alarme et la limite inférieure d'alarme, donc à ne pas réagir, ça veut dire que le comportement il est bien, donc c'est très bien, donc le contrôle il est très bien fait. Alors pour par exemple ce point, donc là il est à surveiller parce que là il est sur la limite inférieure de surveillance, donc il faut la surveiller. D'accord? Donc, il dépasse la limite inférieure de surveillance, donc il faut la surveiller. Et quand je dis surveiller, c'est-à-dire, il faut surveiller l'anomalie. Pourquoi ce point, il sort c'est-à-dire de ce qui est normal. Le même contrôle peut aussi être mesuré en aveugle périodiquement plusieurs fois en condition de répétabilité. Dans ce cas, on peut réaliser une autre carte de contrôle dite aux étendues. Et pour cela, il faut calculer l'écart type de mesure obtenu en condition de répétabilité, c'est-à-dire l'écart type sigma petit r, et la fidélité dans le temps. Donc, on doit présenter une carte de contrôle à la moyenne et une carte de contrôle aux étendues, quelles que soient les conditions de travail. Exemple, donc on va traiter cet exemple. Donc, un opérateur, il a fait 5 mesures journalières. Donc, il a répété les mesures en 10 jours. Donc, il a calculé la moyenne et l'a reporté pour chaque jour. Et l'a reporté la moyenne de tous les jours sur la carte de contrôle. Donc là, il y a la moyenne, la valeur cible. Et il a reporté toutes les moyennes, c'est-à-dire la moyenne de chaque jour. Après, il doit procéder à la carte de contrôle aux étendues, c'est-à-dire l'écart type. Donc là, l'écart type journalière, il est reporté quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour. Voilà. Donc le trait en noir, c'est l'écart type cible. Donc regardez les écarts types, normalement, ils sont inférieurs. Donc voilà. Donc par exemple, cet exemple. Donc le contrôle, il est validé, il est bien. Donc le procédé, il est contrôlé. Ça, c'est au niveau de répétabilité. Donc vous pouvez faire la reproductibilité,
c'est-à-dire selon la ligne. Là, donc comme j'ai dit, donc là, vous pouvez faire l'écart type de reproductibilité, donc selon les lignes. Donc, calculer l'écart type de reproductibilité et la moyenne des moyennes et la moyenne des écarts types. Alors, pour la carte de contrôle aux étendues, normalement, il permet de contrôler la fidélité, comme vous avez vu. Donc, c'est-à-dire chercher les erreurs de fidélité qui sont aléatoires. Et elles sont cohérentes, par exemple, au matériel, au réactif, par exemple, etc. Mais là, on ne peut pas facilement y remédier. Alors, pour ce faire, donc, on a fait une image pratique de la justesse et fidélité. D'accord? Donc, par exemple, la valeur cible, regardez là, les valeurs, elles sont bien fidèles et justes. Donc, la courbe de Gauss, donc le niveau de confiance, il est le plus haut. D'accord? Pour le deuxième, donc là, regardez, les valeurs, ils sont dispersées, mais malgré tout ça, il y a un point qui est juste. Donc, pas fidèle, mais il est juste. Donc, là, les valeurs, ils sont dispersées. Donc, le niveau de confiance, il va être plus bas. Et pour le cas de la carte de contrôle qui permet de vérifier la justesse, donc là, les erreurs de justesse sont systématiques et sont dues soit à une méthode, soit à un appareil déréglé, etc. Mais on peut les corriger. Alors là, regardez, donc pour ce cas, donc là, il y a, c'est-à-dire lorsque la dispersion des points elle est grande, donc pour ce cas, par exemple, là, pour l'image pratique de la justesse et la fidélité, donc là, il n'est ni fidèle ni juste. Et la valeur cible, elle est loin de la moyenne. La même chose là, la valeur cible, elle est loin de la moyenne, mais la méthode, elle est fidèle et pas juste. D'accord? Maintenant, on va donner un exemple de carte de contrôle pour le cas de dosage de l'azote total de Gjelda, NTK, qui est la somme de l'azote ammoniacal et de l'azote organique dans une farine de blé. Alors, la valeur cible, normalement, qu'on cherche, c'est 1,77 g par kilogramme. Et l'écart type, qui est égal de 0,04 g par kilogramme. C'est-à-dire, cet écart type, c'est-à-dire, c'est l'écart type entre les valeurs, peut-être elle est déterminée par l'appareil. D'accord? Alors, la première des choses, donc, on a reporté la moyenne, c'est-à-dire la valeur cible, 1,77. Et on a reporté tous les points, c'est-à-dire c'est la teneur en fonction, c'est-à-dire c'est-à-dire normalement c'est la dose de l'azote dans le blé en fonction du temps. Alors regardez, donc là il y a 3 parties d'abord. Voilà, donc 3 courbes, 3 sortes de courbes. Donc on remarque qu'il y a un point hors limite d'alarme. Donc il y a 3 comportements non aléatoires. Donc la première, voilà, qui est différent de cette deuxième et il est différent de la troisième. D'accord? Voilà. Et en plus, on peut voir qu'il y a des points qui sont successifs là. D'accord? Alors, pour la justesse, on l'a défini comme l'étroitesse, d'accord, entre le résultat
d'une mesure et la valeur attendue qui est cible aux valeurs réputées vraies. Alors, la méthodologie à suivre, d'abord, il faut réaliser la mesure ou les mesures en aveugle sur un contrôle. Donc, la mesure, c'est X. On regarde si on trouve ou non la même chose que ce l'on attend sur ce contrôle. Donc, c'est la valeur cible, c'est C. Et après, il faut quantifier l'exactitude en calculant l'erreur de justesse qui est X moins C. Ou bien l'inexactitude relative qui est X moins C multiplié par 100 divisé par C. Ce qu'on a vu en chapitre 1. C'est-à-dire c'est l'erreur ou bien l'exactitude relative. Alors, en deuxième point, il faut voir la linéarité. Donc, là, c'est un peu mathématique. Donc, pour la régression, donc je vous rappelle que la régression linéaire, normalement, pour une variable x qui représente une teneur connue en analyte, y, elle représente le résultat observé, c'est-à-dire l'analyse de cette analyte. Donc, on dispose de n couple xi, yi. Pour chaque xi, il y a une réponse yi, qui est, c'est-à-dire le résultat de x, pour deux variables grand X et grand Y que l'on suppose liées. À chaque valeur de x est associée une valeur de y avec la relation d'une forme générale qui est y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x. Expérimentalement, à chaque valeur xi de grand X, on obtient, par exemple, le volume V, V1. D'accord, V1 de volume V, V2 de volume V, etc. On obtient une valeur YI entachée de l'erreur expérimentale epsilon i. On a en réalité YI qui est égal à bêta 0 plus bêta xi plus epsilon, plus ou moins normalement, plus ou moins epsilon i. C'est l'erreur entachée expérimentale. Alors, comment vérifier la linéarité? Donc, là, pour les tests de linéarité, normalement, il y a 4 points. 4 tests qu'il faut réaliser. D'abord, il faut vérifier le coefficient de corrélation. Après, il faut faire l'analyse des résidus. Et après, il faut vérifier le test d'adéquation, c'est-à-dire l'accord entre les valeurs. Et après, il faut comparer avec un modèle quadratique théorique qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut trouver, c'est-à-dire dans la bibliographie ou bien dans un contrat qu'on a. Alors, je commence par le coefficient de corrélation. Le coefficient, la formule de coefficient de corrélation entre xi et la variable yi. Donc, c'est la somme de xi moins la moyenne multipliée par yi moins la moyenne sur l'écart type de xi multiplié par l'écart type de y. Alors, ce coefficient, normalement, il permet de mesurer la liaison linéaire qui existe entre deux variables quantitatives. Donc, le coefficient linéaire est compris entre moins 1 et 1. Pour le cas 0, elle correspond à une corrélation linéaire nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation entre x et y. Et les points x et y sont dispersés au hasard. Lorsque R est compris entre moins 1 et 0, c'est-à-dire négatif, donc là, on a une corrélation linéaire négative. Lorsque R est compris entre 0 et 1, donc c'est une corrélation linéaire positive. Dans ce cas, une augmentation de x entraîne une augmentation de y. Voilà, par exemple, pour le cas de différentes corrélations. Donc, regardez le premier, donc la corrélation elle est positive, c'est-à-dire y elle augmente avec x. Corrélation nulle, donc il y a une dispersion totale des points. Corrélation négative, ça veut dire que y diminue lorsque x augmente. Alors, un autre cas, par exemple, là, lorsqu'ils sont alignés, donc la corrélation, le coefficient de corrélation, il est égal à 1 pour ce cas.
pour le deuxième cas, donc là, ils sont dispersés, donc le coefficient de corrélation, il est inférieur à 1. Et pour le cas où la corrélation, pour les points qui sont dispersés, donc le coefficient de corrélation, il est nul. Mais on peut trouver, par exemple, le cas de... Par exemple, là, regardez les différentes courbes, mais elles ont les mêmes coefficients de corrélation de 0,82. Malgré que les points ils ne sont pas les mêmes. Regardez la droite qu'on cherche. Donc là, regardez les points, ils sont différents, mais malgré donc les courbes, l'allure des courbes et des points, ils sont différents, mais le coefficient est le même. Donc ce coefficient, ce paramètre, normalement, il est insuffisant pour déterminer, c'est-à-dire l'adéquation de l'équation. Alors là, en deuxième point, c'est l'analyse des résidus. Pour cela, donc là, il faut analyser les résidus. Alors, le résidu, normalement, comme j'ai dit, c'est l'écart entre les points expérimentaux et la droite de régression. C'est-à-dire entre la droite théorique et les points expérimentaux. Il faut déterminer cet écart. Normalement, quand on regarde cette courbe, elle est acceptable en première approche. Mais les résidus, normalement, ils devraient suivre une loi normale centrée sur 0. Un examen visuel permet généralement de déceler un problème de modèle, c'est-à-dire une courbe ordre supérieur, etc. Alors, par exemple, si je prends une fonction f de xi qui est égale à bêta 0 plus bêta 1 xi, donc y, il varie avec xi. Donc, normalement, y, ici, la valeur expérimentale, ou fxi, c'est la valeur qui est théorique. Alors, soit la somme S des carrés des écarts entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées par le modèle est s'écrit comme S qui est égal à somme de yi moins bêta 0 plus bêta 1 x1 i au carré, qui est une fonction de bêta 0 et bêta 1. Donc, bêta 0 plus bêta 1 xi, c'est f de xi. Donc, S, normalement, c'est somme de RI au carré. D'accord? Ça, c'est la forme de résidu. Alors, l'ajustement linéaire. Comment? C'est-à-dire diminuer ces différences entre la valeur expérimentale et ce qui est théorique. Alors, avec une seule variable x, le modèle, normalement, est écrit sous cette forme. Y est égal à bêta 0 plus bêta 1x plus ou moins r. D'accord? Et chaque point, il a son RI. Alors là, ce qui est en rose, c'est-à-dire c'est la valeur estimée. Mais les valeurs normalement trouvées, ce qui est en vert, sont les points verts, sont les valeurs qui sont trouvées par, c'est-à-dire par le modèle. Alors, pour faire un ajustement, c'est-à-dire il faut minimiser la distance S, c'est-à-dire il faut minimiser la distance entre le point rose et le point vert. Alors, on mesure la somme des carrés des écarts RI, c'est-à-dire l'écart qui est appelé résidu, entre la valeur vraie et la valeur estimée YN sur la courbe. D'accord? C'est ça, l'ajustement linéaire. Par exemple, je prends la régression linéaire de la fluorescence. Alors, soit un jeu de calibration dans la gamme de 0 à 6 nanomoles. Donc, j'ai plusieurs essais. Donc, j'ai 7 essais. Je détermine la concentration nanomole
et l'unité de fluorescence Y qui est là. D'accord? Alors, ces unités de fluorescence sont exprimées dans une échelle arbitraire dépendant de la gamme de concentration. D'accord? Donc, je trace cette courbe, l'unité de fluorescence en fonction de la concentration. Voilà. J'ai la courbe d'étalonnage, c'est-à-dire c'est la régression linéaire. Donc, si je détermine Y, donc là, c'est la moyenne qui est moins 0,7 plus la tangente qui est égale à 5,139x. Donc, le modèle Y est égal à moins 0,418 plus 5,139x. Bêta 0 qui est égal à moins 0,418 et bêta 1 qui est égal à 5,119. Il faut calculer le résidu. Là, c'est vrai que les points sont presque alignés, donc le résidu il est nul. L'estimation de la variance expérimentale. Alors, la variance expérimentale, elle peut être obtenue par la répétabilité des essais estimés à partir des résidus selon la relation suivante. Donc, c'est l'écart type, c'est somme de RI au carré sur N-1, d'où sigma au carré qui est égal à somme de RI, c'est-à-dire c'est somme de YI moins bêta 0 moins B1 XI au carré sur N-1. On appelle cette estimation variance de la régression ou variance résiduelle. Donc, on peut la calculer avec cette formule. Alors, la significativité des coefficients. Donc là, j'ai le coefficient bêta 1 et bêta 1, bêta 0, B0, B1 et bêta 1. Alors, B1, normalement, c'est l'estimation de bêta 1, de la moyenne de bêta 1 et de la variance B1. B0, c'est l'estimation de bêta 0, de moyenne bêta 0 et de la variance bêta 0. La variance B0, pardon. Alors, comme la variable Y, il intervient dans ces calculs, est une variable aléatoire, alors, cette de variance sigma expérimentale au carré, cette dispersion va se répercuter sur les variances de B0 et B1, c'est-à-dire les variables estimées. Donc, la variance de B1, c'est sigma au carré expérimental sur somme de x et moins la moyenne au carré. Et la variance de B0, c'est sigma au carré facteur de 1 sur n plus x bar au carré sur somme de xi moins x bar au carré. C'est ça, c'est-à-dire comment déterminer la significativité de coefficients, c'est-à-dire la variance entre les variables. Alors, pour les tests d'adéquation. Alors, lorsque je dis une chose qui est adéquate, ça veut dire qu'il est en accord. Donc, le principe, c'est de déterminer s'il est possible de trouver un meilleur modèle que la droite, c'est-à-dire une meilleure droite. C'est-à-dire, dans le résidu, il est égal à 0. Alors, comment? Donc, en examinant si la dispersion entre les moyennes des niveaux peut s'expliquer par la dispersion à l'intérieur des niveaux. C'est-à-dire, il faut voir l'accord entre les moyennes des niveaux, c'est-à-dire ce qui est expérimental et ce qui est théorique. Alors, le test d'un modèle d'ordre 2. Donc, le modèle, l'équation d'ordre 2, c'est écrit sous forme y est égal à a plus bx plus cx au carré. Donc, le principe, c'est de déterminer si une modélisation par un polynôme degré 2 ne serait pas mieux adaptée. C'est-à-dire, c'est le modèle d'ordre 1, il n'y a pas d'adéquation, il faut chercher un test sur un modèle d'ordre 2. Voilà par exemple pour cette équation. Alors la première des choses, je prends c est égal à 0. Bien sûr, je fais des tests
qu'on a vu, que vous avez vu, donc contrôle qualité, donc le test demandé sur les variances, etc. Et le seul inconvénient qui est là, c'est le type d'écart à la linéarité imposée. Donc l'inconvénient, c'est le type d'écart à la linéarité. Donc, quel écart? Est-ce que sur l'écart sur les coefficients, est-ce que, etc., etc. Donc, il faut voir la linéarité qui doit être imposée, c'est-à-dire l'écart entre ce qui est expérimental et ce qui est théorique doit être minimal. Alors, le défaut de raisonnement. Alors, le problème que se pose, c'est-à-dire là, lorsque je détermine la courbe de Gauss, donc là, pour le vert, normalement, les résultats ils sont meilleurs, donc les résultats, il n'y a pas beaucoup de dispersion, l'écart type il est minimal, donc la méthode elle est précise. Lorsqu'on fait, c'est-à-dire pour le deuxième cas, en rose, donc là, la courbe de Gauss, les résultats ils sont dispersés, l'écart type il est grand, donc les valeurs sont imprécises. Et là, la valeur de référence, normalement, elle doit être là. Donc, il y a un delta qui est normalement, qui pose de problème. Tant que delta elle est grande, plus il y a, c'est-à-dire un défaut de raisonnement. Alors, paradoxe ou bien contradiction, ou bien un désaccord. Donc, plus on travaille mal, c'est-à-dire plus la dispersion est élevée, plus il y a de chances pour que delta apparaisse non significativement différente de 0. Plus il y a de chances que les résultats soient considérés comme justes. Alors, quatrième point, c'est la comparaison avec un modèle quadratique. Alors, le modèle quadratique, c'est-à-dire on a un modèle et il faut le comparer avec approche. Donc là, en se basant sur une approche expérimentale qui permet d'étudier les effets de plusieurs facteurs et leurs interactions éventuelles. Par exemple, lorsque j'ai plusieurs facteurs, x1, x2, x4. Donc là, il faut voir l'interaction entre les effets. Est-ce que x1, il varie sur x2? Il a un effet. Donc là, on parle d'interaction. Alors, comment? En provoquant de manière contrôlée les variations simultanées des facteurs. Donc là, il faut avoir beaucoup d'études. Donc, ce sont les plans d'expérience qu'on va faire l'année prochaine, Inch'Allah. Mais ces plans d'expérience, elles donnent des interprétations des résultats, c'est-à-dire qu'il faut calculer les effets des interactions à partir des réponses mesurées sur la matrice d'expérience, etc., la significativité des effets, etc. Alors, si je récapitule, le critère et procédure de validation liés au cycle de vie d'une méthode d'analyse. Donc là, il y a toujours un cycle. Alors, pour le développement d'une mode opératoire, par exemple, ou bien pour le réglage des instruments, donc on doit faire le test de robustesse. Alors, ce test de robustesse, il repose sur la procédure de validation. Alors, ces procédures de validation, soit on fait des validations intra-laboratoire, donc en contrôlant la justesse, la linéarité, la répétabilité, les limites de détection et limites de quantification, soit des analyses interlaboratoires qui est validation interlaboratoire, en déterminant, c'est-à-dire la répétabilité et la reproductibilité. Et pour procéder aux cartes de contrôle, donc pour une utilisation en routine, soit pour le plan de contrôle, échantillonnage, la capacité de mesure. Donc là, il faut avoir un savoir-faire, c'est-à-dire savoir comment faire ce plan de l'échantillonnage, etc., les mesures, etc. Et
pour pouvoir sélectionner soit le choix des analytes, le type des méthodes, etc. Et tout ça pour modéliser et optimiser le procédé. D'accord? Donc, ça, tout ça, il repose sur des plans d'expérience qu'on va faire par la suite. Et je termine par cette phrase: pour bien valider, il faut mal travailler. Voilà.